Bonjour à tous, c'est Marhaba de cette semaine en Turquie. Dans son histoire récente, la Turquie a été plutôt considérée comme un pays d'émigration plutôt qu'un pays d'immigration. Mais avec la guerre civile en Syrie et le printemps arabe, cette situation tend à changer. L'augmentation de l'arrivée des réfugiés afghans depuis quelques semaines a relancé un débat sur l'immigration et pas forcément sous les meilleurs auspices. L'arrivée en Turquie de milliers de réfugiés afghans fuyant les talibans a provoqué de nombreuses réactions. Ce sont des vidéos du journaliste indépendant Rushan Takva qui ont relancé le débat. Depuis de nombreuses semaines, il filme les passeurs et les migrants à la frontière. Selon ses observations, c'est plus de 1500 personnes qui passent la frontière chaque jour, dirigées par des filières clandestines. Relayées par des sites d'opposition nationalistes, ces vidéos ont provoqué la colère de milliers de personnes qui ont accusé les autorités de laxisme. Dans les réseaux sociaux, les commentaires virulents et parfois racistes se sont multipliés contre les migrants, afghans, syriens ou autres, mais également contre l'accord entre la Turquie et l'Union européenne concernant les migrants. Le chef du principal parti d'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, a publié une vidéo où il déclare « Lorsqu'on prendra le pouvoir, nous dirons au revoir à nos invités syriens et les renverrons dans leur patrie sous 2 ans. C'est l'une des 5 grandes priorités de notre gouvernement. Notre programme et notre plan sont prêts. Je voulais que cette vidéo reste ici comme un engagement à cet égard. » La Turquie a accueilli en 10 ans plus de 4 millions de réfugiés, dont une écrasante majorité de Syriens. Ces personnes ne disposent pas du statut de réfugiés, mais de celui, je cite, d'invités, une catégorie qui ne leur confère pas les mêmes droits. En l'absence d'une politique migratoire clairement définie, sans programme d'intégration solide, les migrants ont été utilisés selon l'opposition et les associations comme levier de chantage face à l'Union européenne. Pour le pouvoir, accueillir les personnes qui fuient le régime d'Assad s'inscrit dans la charité musulmane. Mais avec la crise économique et l'augmentation du chômage, les mécontentements se sont cristallisés sur cette population, mécontentements d'ailleurs abondamment relayés par le İYİ Parti nationaliste de Meral Akşener, mais aussi par une partie du CHP. Avec les vidéos des Afghans, ce mécontentement généralisé s'est dirigé également contre certains journalistes et médias, dont Mediascope, qui déploraient l'existence de propos racistes. Face à ces critiques, Recep Tayyip Erdoğan a déclaré « Nous ne pouvons pas renvoyer les migrants dans les griffes de ces assassins ». Le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu a déclaré que le point fort de la Turquie était justement la lutte contre l'immigration irrégulière. Les photos de la construction d'un mur dans la frontière avec l'Iran ont été publiées. Kemal Can a analysé cette séquence. Ici, la question principale est « À partir de quand devient-on raciste ou xénophobe lorsqu'on aborde la question des réfugiés ?» Et à vrai dire, la réponse est assez facile. Est-ce que vous parlez de la question de l'immigration ou est-ce que vous parlez du problème que représentent les migrants? Ces 2 propositions ne disent pas la même chose. Il faut vraiment intégrer ça. C'est là que commence la xénophobie, le discours raciste. Parler de la question des réfugiés en les intégrant également dans la discussion est une chose, et les considérer comme un problème à résoudre en les renvoyant ou par d'autres moyens, ou en tout cas avoir à l'idée qu'il faut se libérer d'eux, est une autre chose. Et c'est là où on bascule dans clairement autre chose. Et je dois souligner ici que se baser sur des réels problèmes vécus, est-ce que ça peut vous garantir une légitimité dans vos discours? Est-ce que, parce que vous vivez des problèmes, cette situation peut vous protéger de toute critique? Une réaction qui peut paraître légitime peut-elle être exempte de tout reproche? Pour répondre à cette question, il faut voir à qui s'adresse cette réaction, de quelle manière et comment. Parce qu'il ne faut pas oublier que, même dans l'histoire, le mouvement fasciste a instrumentalisé des problèmes tout à fait réels, des colères qui peuvent paraître tout à fait légitimes. Officiellement relevant de la politique étrangère, la relation avec la République turque de Chypre Nord est de fait tributaire de la politique intérieure. Le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdoğan s'est rendu en République turque de Chypre Nord à l'occasion de l'anniversaire de l'opération militaire turque conduite le 20 juillet 1974. C'est à Varoşa, ancienne station balnéaire de la ville de Famagust, qu'Erdoğan s'est rendu. Le lieu choisi par le président et chef de l'AKP a provoqué des critiques émises par les anciens habitants de cette ville grecque aujourd'hui abandonnée.
Interdite d'accès depuis 1974, son littoral a été partiellement réouvert en octobre 2020 sur décision des autorités de Chypre Nord. Avant son arrivée, Erdogan avait promis, je cite, « une bonne nouvelle ». Des éditorialistes soutiens du régime ont aussitôt sous-entendu que l'Azerbaïdjan et le Pakistan pouvaient reconnaître officiellement la République turque de Chypre Nord, actuellement reconnue par aucun pays, excepté la Turquie. C'est au Parlement de la République turque de Chypre Nord que la bonne nouvelle a été annoncée par Erdogan. La construction d'un nouveau palais présidentiel, d'un parlement et d'un jardin public somptueux. C'est à cela que l'on reconnaît un État, a dit le président et chef de l'AKP, aux côtés du président Ersin Tatar, un proche d'Erdogan. L'opposition chypriote turque qui avait boycotté le discours a exprimé son mécontentement par la voix de Mustafa Akıncı. Il a dit « Les sociétés construisent des bâtiments selon leurs besoins et non pas sur décision ou charité d'autres personnes. Le prestige d'un État ne s'établit pas en fonction des bâtiments construits, mais plutôt en fonction de la démocratie, des droits humains, des libertés, de l'état de droit, de la justice et de la prospérité de ses citoyens. » Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'est dit préoccupé par l'annonce du président Erdogan d'un projet de réouverture de Varosha qu'il a jugé inacceptable. Des critiques qualifiées par la diplomatie turque de nulles et non avenues. C'est la fête du sacrifice selon la tradition musulmane et le chef de l'AKP en a profité pour adresser ses vœux aux membres de son parti. À l'occasion de la fête du sacrifice, le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a présenté ses vœux aux membres de son parti dans une adresse retransmise en direct sur une grande partie des chaînes de télévision nationales. Après avoir exhorté les membres de son parti à occuper le terrain, en vue des élections prévues officiellement dans 2 ans, Erdogan a également rappelé son attachement à 2 États distincts à Chypre. Dans le domaine économique, il a avancé que de nombreux secteurs n'arrivaient pas à recruter de la main-d'œuvre, qualifiée ou pas. Selon l'Institut statistique de Turquie, le chômage des jeunes s'établit à 24%. Mais dans les réseaux sociaux, le sujet principal de discussion a tourné autour d'une seule séquence. L'assoupissement en direct du président durant 3 secondes en plein milieu de son discours. Biz de bu kritik sürecin ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önemi biliyoruz. Un passage coupé au montage lors de son chargement sur les chaînes officielles. Le journaliste Fatih Altaylı du quotidien Habertürk s'est interrogé sur les failles de la communication présidentielle, questionnant des éventuelles mauvaises intentions de certaines personnes de l'entourage du président qui auraient laissé passer en première instance la séquence. Fahrettin Altun, président de la communication présidentielle, a répondu « Notre lutte contre les fausses nouvelles, la diffamation et la désinformation se poursuit. Habertürk n'abandonne jamais la diffamation, la désinformation et les fausses nouvelles. Nous travaillerons pour garantir le droit de notre peuple à recevoir des informations exactes et à garder intacte la réputation de nos médias en général. » Suivi d'un « Nous condamnons Habertürk » en lettres capitales. Fatigue ou autre chose, la présidence n'a en revanche pas donné d'explication à l'assoupissement. Déjà 6 ans que l'attentat de Suruç a fait 33 morts. Les proches de victimes demandent que la lumière soit faite, mais la police ne le voit pas d'un bon œil. Les commémorations de l'attentat de Suruç perpétré par Daesh ont été interrompues par la police qui a fait usage de la force contre les proches des victimes et contre la presse. C'est devenu un triste rituel qui se répète chaque année depuis 6 ans. Un groupe de personnes s'est rassemblé à Istanbul, dans le quartier de Kadıköy, pour commémorer les victimes de l'attentat qui avait fait 33 morts à Suruç, dans la province de Şanlıurfa. Les membres de l'organisation de jeunesse du Parti socialiste des opprimés, un petit parti d'extrême gauche, étaient partis aider à la construction d'un orphelinat à Kobane, cette ville kurde qui était devenue le symbole de la victoire contre l'État islamique. À leur retour, les jeunes faisaient une déclaration publique lorsqu'ils furent décimés par une bombe humaine. Le massacre, revendiqué par Daesh, a été le début d'une longue série d'attentats qui se sont déroulés après que l'AKP ait perdu sa majorité absolue. 6 mois après, les élections législatives anticipées ont marqué une large victoire de ce parti. Le député HDP Ayhan Bilgan avait à l'époque déclaré que le kamikaze avait été arrêté 2 jours plus tôt par la police, puis relâché. Les familles ont continué mardi
de demander que toute la lumière soit faite sur cette affaire. L'ex-recteur parachuté de l'université du Bosphore, Melih Bulu, a complètement disparu des écrans radars depuis qu'il a été débarqué par la petite porte par le président Erdogan. Mais son remplaçant a licencié un professeur qui y enseignait depuis 2007. Le documentariste et enseignant à l'université du Bosphore, Can Candan, a été licencié par le recteur intérimaire Naci İnce. Il avait fait partie des figures de la résistance face à l'ex-recteur parachuté par le pouvoir Melih Bulu. Ces vidéos ont fait le tour de la planète. Des enseignants en toge, immobiles, dos tourné au rectorat. Une résistance calme, mais inscrite dans la durée, à l'image de ce mouvement général, qui avait obtenu après 6 mois le débarquement de Bulu par la petite porte. Candan est le deuxième enseignant à se faire licencier de cette université prestigieuse par une direction parachutée. Avant lui, c'est Feyzi Alçin, un autre enseignant apprécié dans le campus, qui avait subi le même traitement. Dans la lettre qu'il a envoyée au professeur, le recteur intérimaire nommé par le pouvoir Naci İnce a motivé les raisons de ce licenciement. Outre des raisons techniques, la lettre mentionne des accusations envers Candan comme « insulter les dirigeants et le personnel administratif à travers des publications qui les humilient et qui violent leurs droits personnels », fin de citation, sans préciser les publications visées. D'autre part, des étudiants qui avaient participé au mouvement continuent de subir des sanctions. Plus d'une 50aine ont vu leur bourse d'études supprimée et un grand nombre d'entre eux sont frappés d'une interdiction de quitter le territoire. Des mesures administratives considérées par les intéressés comme une punition. Nombre d'entre eux, ayant reçu une acceptance dans des universités en Europe pour l'année prochaine, devront attendre que leur recours soit étudié par des tribunaux qui prennent leur temps. Melih Bulu est peut-être parti, mais son fantôme perdure. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de nous soutenir, surtout ces derniers temps. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.